nouvelles perspectives pour la gouvernance et la coopération Afrique-Europe. Quelles sont les nouvelles formes de partenariat politique, économique, sociétal en Afrique et de l'Europe. Leur diaspora. Donc moi, la première question que je vais vous poser, face à tous ces défis communs des deux continents, qui pour mieux que les diasporas pour réfléchir au monde de demain? Quel est le rôle des diasporas face au partenariat Europe-Afrique? On va commencer par Rachida Kaoud, parce qu'elle a un autre engagement. S'il vous plaît. Merci. Écoutez, bonsoir de nouveau à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette mobilisation. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie? Je pense qu'on s'est quand même pas mal interrogé, mais pas suffisamment, parce que c'est un océan, la démocratie. Est-ce qu'on peut définir ça de manière, si vous voulez, claire, nette et précise? Je ne crois pas. Tout ce que je peux dire, déjà, je vais parler sur, on va dire, sur mon domaine. Alors nous, on a monté il y a 3 ans une organisation qui avait donc pour ambition de fédérer toutes les diasporas africaines les plus présentes, les plus représentées en France. Alors c'était très ambitieux et c'est né en fait du terrain, comme vous l'avez dit, avec toutes ces communautés que j'ai eu la chance de côtoyer, des Maliens, des Sénégalais, Ivoiriens, Tunisiens. Vraiment, c'était le grand melting pot de l'Afrique, Paris, Île-de-France, mais aussi en Afrique, sur le continent. J'ai eu la chance de traverser plus de 16 pays et de parler à nos compatriotes qui vivent là-bas, qui sont binationaux aussi, pour la plupart. Et au final, en fait, avec une petite équipe réduite au début, on s'est rendu compte que, il y a quelque chose qui se passe. Et quelque chose qui se passe qui n'est pas anodin. Ça bouillonnait. C'était plein d'idées, plein d'ambitions. Et le retour au pays aussi, de ces diasporas, de ces nouvelles générations, de ces générations qui ont pour ambition d'être les nouveaux pionniers, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de cela sur le continent. Et de retour sur la France, en France, de nouveau, nouvelle consultation. Et j'ai voulu pousser encore plus loin le bouchon. J'ai dit, OK, on va constituer des groupes, on va traverser la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a identifié les associations parce qu'on ne pouvait pas aller à la rencontre de chaque personne individuellement. Et en rencontrant les associations, il y en a pas mal que je connais qui sont ici, on a discuté, on a parlé un petit peu, quelle était justement leur vision de ce monde d'aujourd'hui, quelle était leur place ici en France, quelle est aussi leur place sur le continent, parce qu'on a vu ce qui se passe, on a vu ce retour des diasporas en Afrique, on a vu cet engagement des diasporas aussi dans leur pays d'origine. Et on s'est dit, on va faire un petit peu le mix de tout ça et voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Et là, ça a été en fait une évidence. C'était une évidence que de créer une organisation pour fédérer toutes les diasporas. Un panéliste tout à l'heure l'a dit à juste titre, c'est l'engagement en fait de toutes les nationalités issues du continent africain qui feront bouger l'Afrique et qui feront bouger nos pays. Pourquoi ? Parce que, je vais répondre à votre question, c'est toute cette richesse que nous sommes, parce que nous sommes une richesse, nous sommes en même temps ces facilitateurs. Nous avons cette capacité à financer. Il suffit de voir tous les fonds que nous expédions dans nos pays d'origine. Ça représente près de 30% du PIB, parfois pour certains pays. Ça dépasse même l'aide au développement, vous voyez, qui est octroyée. Donc nous sommes, on va dire, cette puissance financière. Nous sommes également toutes ces compétences qui ont acquis le savoir grâce aux études que nous avons menées ici, grâce aux différents parcours aussi que nous avons eus auprès de différentes organisations, entreprises, institutions. Bref, nous nous sommes enrichis. Et nous sommes revenus aujourd'hui sur le continent africain pour apporter en fait ce que nous pouvons. C'est pas que de la finance. Aujourd'hui, je dirais que c'est aussi cette double culture. On voit ce qui se passe dans nos pays, on voit ce dont on a besoin. On parle de démocratie aujourd'hui, non ? La démocratie. Oui. Nous étions, je dirais, j'assume ce que je vais dire, nous étions sur le continent avec des démocraties contrôlées, des démocraties pilotées. Et aujourd'hui, je vais le dire,
grâce aux diasporas, et le Sénégal a été un exemple exceptionnel, nous avons brisé ces chaînes. Nous avons brisé ces chaînes pour souffler un nouveau vent de démocratie. Et cette démocratie, eh bien, c'est la traduction de ce que nous souhaitons. C'est-à-dire, encore une fois, la vraie définition de la démocratie. Par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. On l'a vu. Et cette force, elle vient en fait de ce que nous sommes capables de faire à l'extérieur du pays. Parce que ça n'est pas facile de se libérer des chaînes. Et pour ce faire, eh bien, on l'a vu, hein, les élections se font à l'extérieur du pays. Nous, on reçoit énormément de potentiels candidats à la présidence. C'est ce que je dis, tout le monde veut être président. Et c'est fabuleux, ça vous montre en fait l'engouement, l'engagement et surtout la volonté en fait pour que ça bouge, pour que ça change et que en fait aujourd'hui eh bien on se saisisse de nos pays pour faire en fait ce dont justement on a envie de créer eh bien cette liberté, ce développement, mais en même temps cette inclusion. Je vais revenir vers vous. Parce que quand vous avez la parole, vous ne lâchez plus. Je reviens parce que j'ai une deuxième question je vais vous interpeller sur autre chose. Je vais m'adresser à Dominique Sopo. Tout à l'heure, la question était quel est le rôle de la diaspora ici, dans le cadre des futurs partenariats Afrique-Europe. Vous faites partie de ceux sur le terrain se sont battus pour défendre les gens issus de la diaspora, entre autres dans vos combats. Pouvez-vous répondre à cette question? Quelle est votre expertise que vous pourrez donner, le rôle de la diaspora ici, dans le cadre des partenariats? Oui, alors d'abord bonjour à toutes et à tous. Alors le rôle de la diaspora, c'est marrant parce que là on parle des diasporas au pluriel, mais oui. De façon assez évidente, on pense souvent quand on parle des diasporas aux personnes qui viennent du continent africain et qui sont ici, on pense beaucoup moins en fait à l'inverse. Alors c'est vrai que quand il y a eu des diasporas européennes nombreuses en Afrique, c'était pas bon signe, c'était le temps de la colonisation, bon voilà, mais ça montre aussi quand même qu'il y a une forme de déséquilibre parce que la question aussi d'expérience diasporique dans l'autre sens pourrait être aussi intéressant à poser. Ceci étant, si on prend les diasporas qui sont ici, et bon, je rebondis sur déjà ce qui a été dit, à savoir que l'expérience diasporique est une expérience singulière dans un monde dans lequel circulent et doivent circuler des identités, des cultures, des capacités de compréhension des uns et des autres, et que la richesse diasporique, c'est justement d'être éventuellement un trait d'union, ou en tout cas, sinon un trait d'union pas nécessairement physique, ça peut l'être aussi d'ailleurs au passage, parce que les diasporas ont quand même aujourd'hui une particularité d'autant plus forte, c'est qu'avec l'ère du numérique, les diasporas gardent des liens beaucoup plus forts avec le foyer d'origine que ça ne pouvait être le cas auparavant. Les Irlandais qui sont partis aux États-Unis au XIXe siècle à cause de la crise de la pomme de terre, on ne peut pas dire qu'ils avaient des grands liens avec l'Irlande. Bon, entre eux, ils vivaient peut-être, à la mode irlandaise, etc. Mais les liens avec l'Irlande n'existaient pas. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on voit qu'en fait, il n'y a pas de liens qui ont été réellement maintenus, sauf dans une forme de nostalgie, plus ou moins mise en avant. Là, c'est vrai, dans une ère qui est assez nouvelle, parce que le numérique fait que, justement, les liens sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus denses qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Le rôle de la diaspora, je disais, c'est un rôle sur lequel je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit, mais une des problématiques par rapport au lieu qui est le mien, c'est est-ce que, les pays européens comprennent bien le rôle des diasporas et y voient éventuellement la richesse? C'est à s'y interroger, parce que quand on voit par exemple l'évolution des politiques migratoires, l'évolution du discours public quand même extrêmement raciste, oui. Quand on voit des chaînes comme CNews, par quelqu'un d'ailleurs qui a fait en partie fortune en Afrique en payant une partie de ses ressources, Bolloré, quand on voit la façon dont les diasporas ou sans se vivre comme des diasporas, les enfants qui sont issus de ces diasporas sont traités, c'est interrogeant parce que là on est quand même dans un pays qui se coupe
d'une capacité dans la relation diasporique, ou même d'ailleurs tout simplement dans le fait qu'il y ait ici des citoyens issus de diaspora qui ont des choses à apporter. Et donc pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est aussi de s'appuyer sur le niveau de compréhension de ce qu'est une diaspora et de l'apport d'une diaspora pour aussi contrer toute une série de discours ou de pratiques qui sont quand même extrêmement violentes et qui ne font que monter en violence. Donc voilà ce que j'aurais à dire moi en première analyse. Hein, mais quand on voit récemment, pour parler d'une diaspora venue de l'Afrique du Nord, les Algériens, on a déposé plainte contre Noël Lenoir, oui. Une ancienne ministre. Enfin, d'ailleurs, tout le monde s'est souvenu qu'elle était ministre à l'occasion de ses propos racistes, parce que ce n'est pas son rôle de ministre qui avait laissé des souvenirs impérissables dans la vie politique française, il faut dire. Mais la façon dont Noël Lenoir parle des Algériens, enfin, c'est totalement affligeant, oui. De pouvoir ainsi parler des Algériens sans doute en Algérie, on ne sait pas trop de qui elle parlait, mais aussi des Algériens en France qui sont quand même extrêmement nombreux et qui soi-disant voulaient agresser des Français au couteau dans le métro. Bon, on est quand même là dans quelque chose qui montre aussi que le regard qui est posé sur les diasporas venues des anciennes colonies, ou de ce qui est vu comme un ancien espace colonial, reste quand même un regard parfois extrêmement dégradé et qui demande aussi qu'on travaille ici beaucoup sur justement ce regard posé parce qu'il faut aussi estimer que les diasporas sont constituées d'êtres humains qui sont à égale dignité et ne sont pas des sous-fifres qui seraient ici quand on en a besoin et qu'on pourrait congédier ou insulter par intérêt électoral. Bon voilà, première analyse. Je reviens. Avant de donner la parole à Mariam, tout à l'heure, je reviens sur le rôle, quand je parle, tout à l'heure, j'ai dit la diaspora, mais c'est les diasporas. C'est ça que je voulais dire. Le rôle des diasporas depuis ici. Parce que j'ai remarqué une chose. Quand il y a eu quelques années donc, des problèmes de crise au Portugal, en Espagne, les Portugais beaucoup sont allés au Cap-Vert, Guinée-Bissau et beaucoup en Angola, des Espagnols au Sénégal et dans d'autres ces anciennes colonies, on ne parlait pas de diaspora. On dit des expatriés, jusqu'à présent. Et même dans le discours, arrivés là-bas, ils ne sont pas considérés comme diaspora espagnole ou portugaise là-bas, qui viennent parce que à ce moment-là, Angola, c'était encore mieux que ce qui s'est passé au Portugal. Ils sont venus s'installer là-bas. C'est quand je parle de diaspora, nous, issus de la diaspora, qui sommes des binationaux la majorité, quand on parle de nouvelles coopérations ou gouvernance Afrique, je pense qu'il nous incombe à un moment donné, nous qui sommes là, de défendre les intérêts de ces pays. Mais à partir d'ici, beaucoup sont élus, comme madame. Beaucoup ont des réseaux comme vous. Il nous incombe, tant que nous ne prenons pas la force de nous battre ici, dans l'intérêt de notre pays, de notre Afrique, ce n'est pas eux qui vont le faire. Parce que quand ils vont à l'extérieur des expatriés, non seulement il y a des subventions et tout ça qui sont comme des endroits, comme Bolloré, il va s'enrichir, il vient ici, il a une attitude discriminatoire, raciste, ça ne dérange pas. Alors que c'est très inquiétant. Donc c'est pour dire à quand l'union de nos diasporas commencer ces revendications depuis ici, parce que nous avons une expertise que ceux qui sont là-bas n'ont pas, pour pouvoir à partir de là faire changer. Quand on parle de coopération, c'était tout le temps en faveur de l'Union européenne. Voilà. Ils sont allés même jusqu'à, au lieu de faire des coopérations entre Afrique, Union européenne, ils disent Afrique, Union européenne, Sénégal, Union européenne, notre pays, surtout au niveau de la pêche, ils ont disséqué en leur faveur. Il faut à un moment donné que nous, diaspora, voilà pourquoi, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à inverser et réveiller ceux qui sont là-bas. Oui, ancienne élue. Oui, toujours élue. Mais non, nous sommes en fait une véritable force, comme vous le dites, pour
justement assumer ce plaidoyer auprès des institutions, en l'occurrence françaises, européennes, pour pouvoir en fait faire bouger les lignes, peser dans la balance, parce que nous ne sommes pas en fait juste une centaine. On est en train de parler de millions et de millions de personnes. Et on l'a vu avec, encore une fois, je reprends l'exemple du Sénégal, parce que j'ai suivi la campagne des Sénégalais depuis la France, depuis l'Europe, et je peux vous dire que les Sénégalais, ils ont fait trembler la France. Ils ont fait trembler Macky Sall. Et ça a été exceptionnel. Et puis, je pense que vous en parlerez mieux que moi. Oui. Et je peux vous dire que ce que j'ai suivi, ce que j'ai vécu de l'intérieur, avec donc les dirigeants, ceux qui pilotaient les collectifs, ça a été juste impressionnant, parce que là, j'ai encore pris, si vous voulez, une autre leçon, c'est celle que, oui, en fait, aujourd'hui, quand on est la force du collectif, quand on est unis, quand on a une seule voix, avec un porte-parole, donc organisé, parce que c'est très important, oui. Il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que d'habitude et historiquement, nous, les Africains, nous n'avons jamais été organisés, dans le sens où ça partait tout le temps dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas cette colonne vertébrale qui marcher, si vous voulez, avec ses deux jambes, avec une tête, et surtout vers un seul objectif commun, celui justement de faire basculer des choses. Par exemple, là en Côte d'Ivoire, il se passe des choses, et puis aujourd'hui, la diaspora ivoirienne elle-même est mobilisée en France, en Europe et à travers le monde. Donc ça, c'est si vous voulez, vous avez tout à fait raison, nous sommes une force aujourd'hui qui peut faire du lobbying, qui peut aussi apporter des financements et qui peut interpeller aussi les familles restées au pays. Parce que les familles restées au pays, qu'est-ce qu'elles font ? En fait, elles bougent aussi. Donc, je vais vous donner la parole. Par contre, vous avez parlé l'exemple des élections sénégalaises. Ici, en France, il n'y avait pas que les Sénégalais qui... Vous avez manifesté aux côtés des Sénégalais durant la campagne. D'autres l'ont fait, d'autres nationalités. C'était l'union des diasporas pour défendre. Il est temps de le faire pour la Côte d'Ivoire. Je vais donner la parole à Marième Faye. Excusez-moi. Donc, on a besoin de vous. Le 10, c'est demain. Donc, ce soir, on se retrouve. C'est demain. On va discuter. Bientôt, Comme vous avez participé pour les élections sénégalaises, il nous incombe à tous, dans le cadre d'union, pas de problème de nationalité, mais les diasporas, pour ce qui va se passer, parce qu'on ne l'accepte pas pour tous les pays. Alors, le Haut Commissariat des diasporas africaines de France ne fait pas de politique. Non, on ne parle pas de politique. Je n'ai pas parlé de politique. J'ai dit on va faire du lobbying et sortir. En revanche, vous connaissez des gens qui peuvent peser, allez les voir, leur tirer les oreilles dans l'intérêt de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On compte sur vous. On écoute tout le monde. Voilà. Mais je suis obligé de le lui dire indirectement. On va laisser la parole à Madame Marième Faye, vice-présidente du collectif des Sénégalais de la diaspora. Merci pour la correction. Comme ça. Oui, je commencerai à saluer toute l'Assemblée au nom du collectif des Sénégalais de la diaspora que je représente ici aujourd'hui. Donc, je suis vice-présidente structuration du collectif des Sénégalais de la diaspora. Donc, pourquoi j'insiste sur structuration ? Ça veut dire que ça va répondre à la question. Parce que quand une diaspora n'est pas structurée, elle n'ira pas loin. Quand une diaspora ne se parle pas, elle n'ira pas loin. Quand on n'a pas de cohésion, ça n'avancera pas aussi. Il faut qu'on s'arrête, qu'on s'écoute. Mais avant tout ça, il y a une chose qui est importante. C'est le fait de croire en soi. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré la chanson de Tish Armstrong, qui soulève vraiment ce qui manque à l'Afrique en général. La croyance en soi. On ne peut pas parler de diaspora sans croire en soi. Parce que si on ne croit pas en nous, on ne peut pas croire aux autres avec qui on a affaire. Là est le maître mot. Il faut croire en soi. J'aime toujours à relater les principes de John Maxwell. Le fait d'être tous différents, mais on croit en une seule et unique chose. Comment y arriver ? Peut-être il y en a qui prendront l'avion, d'autres le bus, d'autres le train, d'autres à pied,
Mais le but, c'est d'arriver à point nommé. Et comment? Il faut se prendre la main dans la main, tous ensemble, pour y arriver. Donc, il est à dire aussi que l'Africain, en général, il aime le pouvoir. On est tous maîtres à bord de notre navire, malheureusement. Et plusieurs navires ne feront que chavirer, finalement. Au lieu d'unir nos forces, d'être tous ensemble, de croire vraiment, je ne dirais pas la diaspora, parce que la diaspora, elle est juste singulière. Il faut parler des diasporas pour vraiment peser sur l'union, la continuité et l'entraide. Donc, je ne vais pas finir sans faire un clin d'œil quand même au CST. Je vais juste faire la genèse du CST, qui est né d'un fléau, celui du Covid-19. C'était une période où nos frères décédaient loin de leur terre natale. Et on ne pouvait pas les rapatrier. On était juste spectatrices. On n'était pas actrices à l'époque. Et des chercheurs, des médecins, on s'est tous réunis pour venir en aide à ses frères dans le désespoir. On a fait une bataille, je dirais une bataille de dignité, pour pouvoir rapatrier les corps au Sénégal. On s'est constitué autour d'un collectif qu'on appelait le CRC. Et le slogan... Qui veut dire? Le CRC, collectif pour le rapatriement des corps. Okay. Et on avait un slogan, c'était « Sunu Néo, Sunu Réo ». Sunu Néo, Sunu Réo, c'est nos disparus doivent retourner au pays. Et on a mené une bataille de dignité, mais sans force. On a juste fait des recherches et prouvé que le virus ne se transmettait pas, que les corps covidés ne transmettaient pas le virus. Et le Sénégal nous a entendus. Et la bataille a été gagnée. On a pu rapatrier nos corps au Sénégal. Bien. Donc, pour dire que il faut croire en soi, parce que persévérer et s'unir surtout. S'unir, parce que seule l'union fait la force. Et merci. Quand on est unis, quand on est ensemble, ben, on peut soulever des montagnes. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de puissance financière des diasporas. Mais à quand la puissance politique des diasporas? On en a besoin. Alors, elle est en marche. Elle est donc, en marche. Pour dire, le 10, c'est dans quelques jours. Hein. On en a besoin. Moi, j'en ai besoin le plus rapidement possible. On parle la puissance politique des diasporas. Mais c'est maintenant. La puissance financière aussi, je vais rebondir sur ça en même temps pour éclairer sur d'autres points concernant cette puissance. Il faut qu'elle soit intelligente aujourd'hui. Quand vous envoyez de l'argent au pays pour investir, il faut investir dans des projets qui sont porteurs justement de valeurs, celles que vous allez semer pour les générations à venir. Donc des valeurs autour de la démocratie, autour de l'inclusion, autour justement de ces nouvelles intelligences qui sont en place aujourd'hui et que nous utilisons dans tout le reste du monde hors continent africain, enfin très peu. Et l'engagement politique, alors pour le coup, est très important. Il est important sur le continent africain, mais aussi en France. Monsieur Sopo, vous le savez aussi bien que moi, ça fait longtemps que vous menez un combat que j'admire, hein, je vous admire bien sûr, et puis vous laissez rien passer, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en France, faut arrêter en réalité à chaque fois de dire oui les discriminations, oui les inégalités de chance, etc. La seule manière de pouvoir lutter efficacement contre ces deux points qui gangrènent ce que nous sommes, donc des binationaux, donc français, aussi légitimes à être en France que n'importe quelle autre personne lambda, eh bien c'est l'engagement politique.
au niveau local. Je suis une grande militante pour ça. Donc l'engagement politique au niveau local, ça c'est la base de la base de la base. Peu importe l'étiquette politique. Aujourd'hui, moi ça ne veut plus rien dire les étiquettes politiques en France. Ce qui compte, c'est la force de l'engagement. Et en Afrique, nous avons besoin justement de personnes qui sont conscientes que c'est le peuple qui fait justement la politique qui sera mise en place si on choisit le bon leader politique. D'accord. J'ai une question pour M. Sopo. Je reviens, j'ai un problème avec le 10 septembre. Ça me tracasse la tête. Vu la situation actuelle en Côte d'Ivoire, quand ça s'est passé au Sénégal, on a remué, on a bougé des choses. Je suis d'origine sénégalaise. Vous avez une expertise, si vous voulez, appel, rassemblement paisible. Comment faire pour organiser un sitting avant le 10 en faveur de la démocratie et une élection inclusive en Côte d'Ivoire? Vous, l'expert en... Ah, question difficile. Alors là, pour le coup, je ne m'attendais pas... c'est bon, ça marche. Non, enfin, comment dire, comment faire pour organiser il faut appeler à l'organiser, que je vous dise. Le fait est qu'à partir du moment où des dates d'élection ont été posées, on sait bien aussi, malheureusement, que la machine est fortement lancée, avec tout ce que ça peut vouloir dire d'impossibilité dans le calme de faire dérailler un processus qu'un président a décidé de lancer, enfin de mettre sur la voie. Donc, vous savez, avant tout, je pense qu'il faut que les gens aient la certitude, la conviction, ce qui n'est jamais très évident au passage, que leur action pacifique, puisque nous on est dans des actions pacifiques. Oui. Le pacifisme, ça ne veut pas dire de ne pas répondre quand on se fait taper, d'ailleurs, au passage. C'est dire, bon, on tape pas les premiers, mais bon, pacifisme, c'est pas de tendre la joue gauche quand on s'est pris une gifle dans la joue droite. Mais le fait est que les gens doivent aussi avoir la conviction qu'en tant qu'individus, inscrits dans des collectifs, eh bien, ils peuvent peser sur le cours des choses. Vous savez, souvent, il y a des gens qui pensent que leur individualité peut totalement changer le monde, dans une forme de confiance sur son rôle dans l'histoire qui est peut-être parfois un peu, j'allais dire, augmenté. Et à contrario, ce qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est quand même des gens qui disent finalement ça ne sert à rien, faut pas s'engager, faut pas bouger. À quoi ça sert? Ça sert toujours parce que, en fait, dans l'histoire de l'humanité, les grandes avancées vers davantage d'inclusion, vers davantage de démocratie, vers davantage d'égalité, ont toujours été le fruit de mobilisation sous différentes formes, mais ça a toujours été le fruit de mobilisation. Il n'y a pas d'évolution naturelle, de pente naturelle. Il y a des mobilisations qui existent ou pas. Et donc je pense que le défi majeur, c'est de faire partager le fait, que la mobilisation, elle existe, et deux, parce que c'est aussi une autre problématique, c'est que si ça marche, on ne fera pas comme font ceux que l'on dénonce aujourd'hui. Ça s'est déjà vu dans certains pays africains, qu'on dénonce le dictateur en place et celui qui arrive, on se dit tiens, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à une dictature ce qu'il a mis en place. Et là, évidemment, si on est dans ça, ça veut dire qu'on risque de tomber, comme souvent, dans des choses qui vont être très ethnicisées, parce que finalement, on défend son groupe et on n'est plus sur quelque chose d'un bien commun. Or, la question, c'est comment celles et ceux qui utilisent parfois le poison de l'ethnicité, des divisions, des oppositions pour asseoir leur pouvoir, eh bien, ne peuvent pas compter sur le fait que, effectivement, les gens se regarderaient en chien de faïence à partir de ce lieu-là, et qu'au contraire, il y aurait des dynamiques suffisamment puissantes pour dire attention, même si c'est parfois un vœu pieux ce que je dis là, mais enfin,
quand même, attention, nous sommes là pour le bien commun et on ne laissera pas tel ou tel individu jouer sur telle ou telle dimension et son opposant ou ses opposants faire pareil. C'est pas évident, c'est des processus qui sont assez longs. Parce que vous savez, je termine sur ça, tout à l'heure on parlait de la démocratie, est-ce que c'est adapté à l'Afrique, est-ce que c'est pas adapté, tout ça, machin, etc. D'abord, la démocratie n'est pas spécialement occidentale, je ferai remarquer, enfin, on est ici en France, bon, ça vient de la Grèce, bon, je veux bien que ce soit aujourd'hui l'Occident, mais enfin quand même, vous savez, à l'époque où la démocratie a été forgée intellectuellement en Grèce, ici c'était la Gaule, je suis pas sûr qu'on était dans les mêmes mondes, hein, au demeurant. Bon, le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans nos pays, ce qu'on oublie souvent, c'est que la démocratie, elle a mis beaucoup de temps à s'installer. Enfin, je rappelle qu'entre la Révolution française, 1789, et la Troisième République, qui est la République qui installe la démocratie, et encore, il y a eu Vichy après, quand même, il y a un siècle qui s'écoule. Hein, donc ça prend du temps, en fait, la question d'installer dans toute une série de pays, j'allais dire, un cadre démocratique qui nous fait aussi quitter toute une série de poisons, de l'allégeance individuelle, de l'allégeance clanique, etc. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on voit aujourd'hui à travers le monde un retour à ces formes-là. Parce que c'est quoi Trump ? C'est le clan. Soit t'es avec moi, soit t'es pas avec moi, bah t'es pas avec moi, de toute façon le droit on s'en fout, de toute façon si t'es pas avec moi je te destitue, j'appelle à la haine contre toi, etc. Donc on voit aujourd'hui un retour qui montre la fragilité, pourtant dans des démocraties extrêmement installées, un retour de ces dynamiques qui sont des dynamiques assez terrifiantes et qui souvent vont écraser les individus ou ceux qui n'acceptent pas de faire allégeance. Et je pense qu'il faut avoir cette conviction qu'on est sur des combats qui sont longs, sur des combats qui demandent de la mobilisation et qu'au bout de la mobilisation, il y a toujours de la victoire. On ne sait pas quand on gagnera, mais moi je suis un militant, à Marx, etc. Toi aussi, vous aussi, quand on s'engage, c'est parce qu'on pense qu'à la fin on va gagner. Peut-être pas nous, peut-être qu'on le verra pas, mais que en tout cas ce qu'on fait sert à quelque chose. Et il faut aussi qu'on ait une capacité à transmettre cette certitude que lorsque l'on agit, de toute façon, on sème toujours des graines et que ces graines, elles finiront par germer. Bon, merci. L'appel au rassemblement, bon, c'est raté, hein, c'est pas grave, c'est pas raté. J'insistais, mais bon. Bon, nous, on a été pénalisés parce que notre timing a été restreint par la faute de Dominique. Il nous a envoyé un marabout. Pendant qu'il était absent, les choses traînaient. Et dès qu'il arrive, tout est... Il faut me donner le nom du marabout, hein, j'en ai besoin. J'en ai besoin jusqu'au 9 septembre. En tout cas, je suis désolé, on va arrêter, mais on vous remercie. On vous remercie sincèrement. Et le collectif CID, on vous remercie. C'était un honneur et une fierté de participer à quelque chose qui a été mis en place dans un laps de temps. Et surtout, ceux qu'on appelle les femmes et hommes de derrière, merci à vous. Et en espérant que ce sera quelque chose qui va retentir quelque part en Afrique, parce qu'on a été suivi par la diaspora africaine depuis les États-Unis. Ils appelaient pour qu'on leur communique. Et bon, c'était le matin, mais ils étaient au courant pour dire, les gens, même de loin, on parle les diasporas, c'est pas que l'Europe, c'est partout, mais les diasporas, précisément ivoiriennes et sénégalaises, ils m'ont harcelé, et je remercie pour avoir fait le nécessaire pour qu'ils participent. Merci à vous. On va donner le mot de la fin à... Bravo. En fait, c'est même pas le mot de la fin. On a un confrère, un ancien doyen, qui a juste 2 mots, petite contribution. Alors, écoutez bien, nous sommes les premiers à avoir donné le trophée Mireille Makeba à Ousmane Sonko. Écoutez bien, on a vu qu'il y a un changement, qu'un jeune, à un moment donné de sa vie, s'est sacrifié. On lui a donné le trophée Mireille Makeba. Et nous allons encore donner le trophée Mireille Makeba à ceux qui apportent un plus. Je vais vous dire quelque chose. Le problème africain, ce sont les Africains eux-mêmes. Leur manque de sérieux, de rigueur, de sagesse, de force morale. Je vous cite un exemple. Edem Kojo a été l'un des premiers secrétaires généraux
de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue en la suite l'Union africaine. Edem Kodjo était un grand intellectuel qui se disait porteur de messages. Quand tout d'un coup, Edem Kodjo m'a dit, camarade, je rentre, parce que Chirac a dit que je vais être le premier ministre de la réconciliation du peuple togolais avec le gouvernement togolais. Il est rentré, mais je savais qu'il allait échouer. Il est rentré parce que tout simplement, il avait ce qu'on appelle des ambitions personnelles. Je ne suis pas contre ceux qui ont des ambitions personnelles. Mais quand vous êtes aux commandes, il faut prouver que vous êtes capable de faire un plus. Il a été noyé dans ce que j'appelle la corruption. Le père Gnassingbé s'en est bien servi. Quand il est mort, le père Gnassingbé, on fait venir le fils. Le fils continue, alors une politique mafieuse. Alors qu'Edem Kodjo, qui était intellectuel, qui était quelqu'un qui se disait de la diaspora, aurait pu dire « Je suis venu pour que nous puissions ensemble passer la main à d'autres. » Lui-même, il en est mort. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Le monde qui vient est un monde dangereux. Vous avez vu entre les grandes puissances ce qui se passe. Mais l'Afrique ne compte pas. Alors, ce que je vous propose, au lieu de faire du verbiage, je voudrais ici, solennellement, demander à cette diaspora de se constituer en force culturelle, économique et morale pour que parce qu'il faut que l'Afrique quand même compte un peu, que la diaspora prouve que par son unité dans un contexte comme celui-ci, que nous avons nous aussi un message à porter. Retenez ça bien. J'ai horreur du verbiage inutile. Ensuite, Dominique Sopo, je l'ai dit, on peut même, si tu fais du bon boulot, il est là? Non, je ne m'assois pas, je suis encore solide. Un combattant reste solide. Je lui ai dit, on va te donner peut-être le trophée Milan Makeba. Peut-être, j'ai dit ça à l'un de ses lieutenants, à condition que SOS Racisme apporte un plus. Parce que SOS Racisme est là depuis des années. Et nous sommes toujours victimes du racisme. Mais ça, c'est grave. Darlem Désir à Dominique Sopo, le racisme en France, il est médiatique, il est politique, et il faut absolument qu'on nous prenne pour des petits mamadous. Alors, c'est à Dominique Sopo et à SOS Racisme de lutter contre ça. Et je lui ai dit, si tu fais ça, tu peux prétendre avoir le trophée Milan Makeba. Ensuite, madame, vous êtes une très grande dame. Je vous pose une question. Puisque vous êtes ce que j'appelle la diaspora des diasporas, quels sont les actes concrets que vous avez posés et quelles sont les associations que vous avez aidées? Que ce soit des associations sénégalaises, maliennes, ivoiriennes, etc. etc. La question vous va directement. S'il te plaît, Je serai bref. Non, je connais. Je connais le cinéma. Non, je serai bref. Je serai bref. Non, mais je vais lui répondre. Sur le truc qu'on poussait autour du pot tout à l'heure, il y a un cocktail. Non, je serai bref. Non, moi, parce écoute, que on a pris la salle va fermer. Non, je serai bref. Ouais. Le problème est encore un problème qu'il faut dès maintenant proposer des solutions pour que nous puissions compter. Pour le moment, les gens se foutent de nous. Et là, je termine. Je remercie la justice française qui a donné ce qu'on appelle une sorte de collier à Nicolas Sarkozy, le bracelet. Non, je remercie la justice française parce qu'elle a compris que les Africains ne comptent pour rien. On peut tuer Kadhafi pour un oui ou pour un non, c'est rien. Et c'est seulement la justice française, à la dernière minute, qui dit non, ça suffit, ce qu'on appelle l'exploitation des Africains de la manière la plus mafieuse et la plus honteuse. Merci, Africains, merci. Réveillez-vous. Vraiment, merci voilà. Pour ta contribution, M. Lassine Camara. Donc, déclaration finale de la conférence Paris,
4 septembre 2025. Réunis à Paris le 4 septembre 2025, des personnalités politiques, universitaires, membres de la société civile, élus locaux, représentants de la diaspora africaine ont échangé dans le cadre de la conférence Démocratie et Inclusion, organisée à l'initiative du think tank Diaspora Émergence et le collectif des cadres ivoiriens de la diaspora avec l'accompagnement de leurs partenaires, bien sûr le Haut Commissariat des diasporas africaines et tous les autres partenaires. La conférence Démocratie et Inclusion en Afrique du 4 septembre 2025 à Paris a constitué un premier cadre de partage riche par la diversité des expériences sur les continents africains en matière d'expression ou de contribution au renforcement de la démocratie dans différents pays. De prime abord, la conférence a rappelé que la démocratie est un vaste océan qui prend en compte les questions liées à l'état de droit, à l'inclusion politique, à la solidité des institutions en charge des élections, à la qualité de la gestion de la chose publique, autant de facteurs qui constituent des piliers essentiels de la paix, de la stabilité pour un développement durable en Afrique. Les participants, de manière unanime, ont exprimé leur inquiétude quant à la propension sur le continent de dynamiques d'exclusion dans les processus électoraux, des opposants politiques, des menaces ou des emprisonnements d'acteurs de la société civile ainsi que de journalistes. Ces agissements autocratiques regrettables fragilisent inexorablement la cohésion sociale et accroissent les méfiances, les tensions ou violences électorales. Le cas de la Côte d'Ivoire a été évoqué avec une grande attention. Dans ce pays, M. Cheikh Tidiane Thiam, cadre de la diaspora, qui récemment a pris la direction de son parti, le PDCI RDA, demeure arbitrairement exclu de la liste électorale, alors que le Conseil constitutionnel doit statuer sur la validité des candidatures pour l'élection présidentielle du 10 septembre prochain. Le 10 septembre prochain. Il doit statuer le 10 septembre prochain. De même, M. Gbagbo Laurent, acquitté par la CPI, après 10 années de détention, se retrouve également exclu de la compétition pour le braquage de la BCEAO, fait pour lesquels il a été condamné en son absence à 20 ans de prison. Les nombreux appels au dialogue de l'opposition pour trouver par le dialogue des solutions viables pour une élection présidentielle démocratique, transparente et apaisée ont été rejetés par le président de la République sortant, lui-même candidat aux élections, à sa propre succession pour un 4e mandat en violation flagrante de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, la conférence a mis en évidence, à l'état actuel du processus électoral, la responsabilité historique du Conseil constitutionnel, du président de la République de Côte d'Ivoire, en liaison avec tous les acteurs politiques clés et la société civile pour éviter à ce pays de l'Afrique de l'Ouest une nouvelle catastrophe avec de nouveaux drames humains à l'occasion des élections présidentielles précédentes. Dans ce sens, la conférence recommande vivement au président de la République de Côte d'Ivoire, dont l'actualité nous oblige, mais également à tous les autres chefs d'État africains qui, aujourd'hui, devraient organiser des élections transparentes et indépendantes, d'user de tous les moyens politiques et plus particulièrement dans le cadre d'un dialogue politique inclusif pour que, en urgence, on puisse redéfinir un processus accepté par toutes les parties pour une élection présidentielle pacifique au bénéfice de la stabilité du pays. Il faut éviter à la Côte d'Ivoire et à la sous-région d'Afrique de l'Ouest d'aller droit dans le mur en décidant de manière consensuelle de donner de la souplesse à la Constitution au regard des risques face auxquels se trouve confronté le pays. De même, par la même occasion, la conférence invite tous les gouvernements africains à mettre tout en œuvre pour l'instauration du système démocratique consensuel dans l'objectif de construire ou de consolider dans la durée des environnements sociopolitiques stables, gage d'un développement durable partagé équitablement par la diversité des peuples qui composent les différentes nations. La conférence interpelle les institutions nationales et régionales sur leur devoir d'impartialité et de responsabilité historique
dans le suivi des processus électoraux pour les rendre plus crédibles. La conférence encourage le dialogue politique, la concertation et les médiations comme outils de prévention des crises et insiste surtout sur le rôle des jeunes, mais aussi des femmes, dans le renouveau démocratique africain. Enfin, les intervenants et organisateurs de la conférence s'engagent à poursuivre cette dynamique en lançant un réseau permanent de réflexion et d'action sur la démocratie et l'inclusion impliquant intellectuels, élus et société civile. Préparer une série de recommandations adressées aux institutions africaines et internationales, mobiliser la diaspora africaine autour d'une plateforme de plaidoyer et de solidarité pour défendre les principes de gouvernance démocratique et inclusive. Donc pour conclure, la conférence indique que les processus électoraux ne sauraient être une fatalité sur le continent africain qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, dont ceux de la diaspora, pour se repositionner et tenir hautement la place que lui offre le nouveau paradigme mondial du développement. Pour atteindre cet objectif vital, l'Afrique a indéniablement besoin de la mise en œuvre d'institutions électorales consensuelles qui ont la confiance des populations et qui garantissent des processus électoraux inclusifs, transparents et surtout crédibles. Pour atteindre cet objectif, par ailleurs, la conférence a rappelé le rôle stratégique des diasporas africaines, en Europe et dans le monde. Non seulement comme contributeurs au développement d'activités économiques, mais aussi comme puissance politique, relais d'opinion et force de plaidoyer, pour faire bouger l'Afrique d'aujourd'hui et celle de demain. Quand on est ensemble, on peut faire bouger des montagnes. La conférence encourage donc vivement les diasporas africaines porteuses d'expériences diverses et éprouvées à se positionner comme des partenaires constructifs de l'Afrique, porteurs d'une vision d'Afrique apaisée, inclusive et tournée vers l'avenir en Afrique. Cette démarche nécessitera certainement une concertation plus soutenue, plus responsable pour engager ensemble des actions plus fortes au service de la promotion des valeurs de la démocratie, de la liberté, du respect des droits de l'homme dans les pays africains. Merci à tous ceux qui sont arrivés, merci infiniment à tous les panélistes et merci à vous tous qui vous êtes déplacés. Merci infiniment. Ama. Voilà. Je voulais juste remercier la Maison de la Mécanique quand même de nous avoir accueillis dans ce charmant amphithéâtre et dire qu'ici l'avenir de la jeunesse se construit et comme l'a dit tout à l'heure son dirigeant, son directeur, diffuser l'information parce que nos jeunes ont besoin de formation professionnelle. Merci beaucoup. Au revoir.